Et l'autre paramètre dans cette perspective, ce que je disais, c'est la qualité, mais aussi c'est la quantité de monnaie. Nous parlons des voitures, nous avons des qualités différentes, mais aussi nous avons une certaine quantité de voitures. Donc pour la monnaie, c'est exactement la même chose. Il y a une certaine quantité qu'on appelle habituellement la masse monétaire, qui est l'ensemble des unités qui sont interchangeables et qui permettent de remplir le rôle de la monnaie qui est l'échange. Alors il est très important de comprendre que dans le cas de l'or, ce sont évidemment les pièces qui ont été frappées en or, mais aussi tout autre produit ou bijoux ou toute autre chose qui est susceptible d'être rapidement fondue et transformée en or. Nous allons voir, lorsque le sens de la monnaie change, que c'est exactement la même approche. La masse monétaire, c'est toute chose qui est facilement transformable en liquidité qui permet d'acheter. Maintenant, réflexion très importante, qu'est-ce que c'est le cœur de la théorie autrichienne de la monnaie, c'est que la quantité de monnaie n'a pas d'influence sur la qualité de monnaie. Nous avons une certaine quantité qui est donnée, et dans la mesure où cette quantité telle qu'elle est, elle est fixe, vous allez avoir des prix. Si vous avez une quantité moins importante, les prix seront plus faibles. Les prix nominaux, le nombre de zéros serait plus faible. Si la quantité était plus importante, alors les prix seront plus élevés. Il n'y a pas un rapport direct et écrit entre ces différents paramètres, mais nous pouvons tout de même savoir qu'une grande quantité de monnaie permet d'avoir plus de zéros. Donc, vice-versa, même si la quantité de monnaie elle est faible, elle remplit exactement les mêmes fonctions. Donc sa qualité ne dépend pas de la qualité de monnaie. La qualité, c'est comme les chaises, hein, la qualité des chaises ne dépend pas du nombre de chaises qui existent actuellement. En revanche, c'est l'évolution de la masse monétaire, qui a une influence importante, cruciale, sur la qualité de la monnaie. Donc si la quantité n'influence pas la qualité, en revanche, l'évolution de la masse monétaire l'influence. Je vais vous expliquer un peu plus en détail cette opération, mais pour faire vite, plus de monnaie vous avez, plus la masse monétaire augmente, évidemment, plus les prix augmentent. C'est une opération assez simple et intuitive pour tout le monde. Mais je vais y revenir. Maintenant, puisque nous avons établi ces paramètres essentiels de la monnaie, nous allons faire un pas suivant et comprendre à quoi ça sert la monnaie finalement, quelle est la fonction de la monnaie. Et cette réflexion aussi, elle est importante parce que c'est seulement en comprenant à quoi ça sert la monnaie que nous pouvons comprendre ce qui se passe quand la monnaie change de sens. Quelles sont les conséquences d'un changement de sens et de nature dans le cas de la monnaie. Donc la première fonction que la monnaie remplit est au niveau des paiements. Nous avons besoin de monnaie parce que nous avons besoin de liquidité, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain et il nous faut de la monnaie pour pouvoir payer plus tard. Donc nous avons besoin d'une bonne monnaie qui nous permet d'acheter toujours plus des biens. C'est ça l'enseignement principal. Ensuite, la monnaie, et notamment les prix monétaires, ont un rôle fondamental dans le calcul économique. C'est une monnaie stable, une monnaie qui permet aux marchands, aux entrepreneurs de pouvoir faire des calculs. Il faut voir ça d'une manière extrêmement simple et intuitive. Il faut s'imaginer que la monnaie ou les prix monétaires sont comme les indications dans la rue. Alors, vous allez à un endroit inconnu, sans avoir des indications, il vous est pratiquement impossible de savoir où vous allez. Si ça se trouve, vous arrivez à l'endroit, ici pour venir ici à l'ESC3, imaginez ce que ça aurait été si, en venant de Paris, il n'y avait aucune indication pour aller à Troyes. Cependant, je pense qu'il y en a très peu, parce que c'est une petite ville, il n'y en a pas beaucoup. Mais oui, imaginez, vous vous trouvez à la gare, il n'y a aucune indication pour aller au centre-ville, pour aller à l'hôtel, il n'y a aucune carte possible. C'est impossible de se débrouiller. Et si on y arrive,
ça serait par hasard. Donc avec les prix monétaires, c'est exactement la même chose. Ensuite, la monnaie sert et engendre une division du travail plus importante. C'est aussi très intuitif quand on y pense. Le passage du troc au moyen d'échange et puis au prix monétaire, donc ces deux étapes nous permettent de comprendre que, ayant de la monnaie, nous pouvons nous spécialiser. Et après, nous savons par ailleurs quels sont les bénéfices pour la productivité de la spécialisation, de la division du travail. Entre parenthèses, elles ont été déjà mises en évidence par Adam Smith, et toute personne qui a fait au moins une première année à l'économie connaît ce raisonnement. Et puis une dernière chose que je voulais mentionner, le rôle de la monnaie pour l'épargne et pour l'accumulation du capital. Pareil, vous avez une monnaie, plus sa qualité plus elle a une bonne qualité, plus elle vous permet d'épargner et d'accumuler de capital. Réfléchissez à l'exemple que je vous donnais avec le chocolat. Imaginez que la monnaie était de chocolat et qu'il fondait au soleil. Tout l'épargne disparaîtrait. Maintenant, comme je vous disais, comprendre le rôle de la monnaie, on comprend aussi ce qui se passe quand la monnaie quand elle perd sa nature. Quand la qualité de la monnaie se déprécie, à ce moment-là, il est beaucoup plus difficile de faire des paiements, il est beaucoup plus difficile de faire des calculs économiques, la division du travail, elle devient plus faible, et surtout, une conséquence très importante, c'est au niveau de l'épargne et de l'accumulation de capital. Sans rien faire, simplement l'épargne fond, exactement comme le chocolat au soleil. Ceci étant dit, au niveau de la monnaie et de l'importance des institutions monétaires, je vais faire un point supplémentaire et je vais vous présenter l'importance des institutions bancaires. Il faut bien comprendre qu'il y a deux types des institutions bancaires. Il y a une distinction assez importante à faire, d'abord entre la banque de prêt et ensuite entre la banque de dépôt. Je vais d'abord vous expliquer la banque de prêt, et pour vous expliquer le fonctionnement de la banque de prêt, je vais utiliser le modèle comptable à entrée double, le modèle diagraphique. Il est très important de voir que pour une banque ou pour toute entreprise, il y a des actifs et des passifs, et à chaque endroit, il y a, et qu'il y a une équivalence, il y a une équivalence entre les actifs et les passifs. Donc supposons que j'ai des fonds propres qui sont de 10 000 $. Évidemment, au niveau des passifs, et je voudrais prêter ces sous, au niveau des actifs, je vais avoir une combinaison qui est équivalente à ces 10 000. L'exemple que j'ai choisi pour illustrer, c'est des liquidités de 1 000 $ et des créances de débiteurs de 9 000. Ceci veut dire que j'ai prêté 9 000 $ et j'ai gardé pour moi 1 000 $. Donc j'ai les créances qui me permettent de tenir une comptabilité à parité, d'avoir une équivalence entre les deux parties du bilan. Maintenant, ces prêts sont garantis plus ou moins. Logiquement, quelqu'un qui prête s'assure qu'il y a des biens qui permettent de garantir le prêt qui a été fait, où il y a un système assurantiel qui permet de rembourser en cas de défaut de prêt. Mais ceci sont des arrangements techniques. En tout cas, l'enseignement clé est qu'il n'y a pas de création monétaire. Les banques n'opèrent aucune création monétaire tant qu'elles restent à ce niveau-là. Mais les banques peuvent être un peu plus compliquées. Ça peut être par exemple des actionnaires, des partenariats. Je peux m'associer avec 5 autres personnes, chacun met 20 000 $, nous avons des fonds propres de 100 000 et nous les prêtons. Donc, ceci est aussi une possibilité. Mais mis à part les capitaux propres, nous pouvons aussi faire des prêts auprès d'autres gens. Donc nous pouvons avoir des obligations sur les marchés obligatoires. Nous pouvons émettre des obligations, comme on dit en anglais, des bonds. L'exemple que j'ai pris, c'était 50 000. On peut aussi avoir des certificats de dépôt, des gens qui déposent des sous dans ma banque ou dans notre banque à terme, donc, avec une promesse d'être remboursés plus tard avec un certain taux d'intérêt. Donc c'est au total de 170 000 $. Et ceci me permet par exemple de garder un certain nombre de liquidités et de prêter le reste, de prêter 135 000 $. Toujours dans cette opération,
il n'y a pas d'augmentation ou d'évolution de la masse monétaire. Je ne prête que des choses que j'ai, soit parce que c'est à moi, parce que c'est des fonds propres, soit parce que des gens me les ont prêtés pour pouvoir les prêter plus tard. Et le banquier, dans ce cas de figure, vous allez me demander, vous allez vous poser la question, mais c'est pas possible, comment se finance-t-il? C'est extrêmement simple, comme le banquier joue le rôle d'intermédiaire, se finance soit par la commission, soit par les différents états d'échange entre ce qu'il reçoit comme prêt et ce qu'il prête à son tour. C'est comme dans les aéroports, aujourd'hui vous avez des bureaux de change avec différentes devises, et le bureau de change se rémunère lui-même à travers la commission ou la différence des taux de change. C'est exactement la même chose dans ce cas de figure. C'est une entreprise qui joue le rôle d'intermédiaire entre les préférences temporelles extrêmement ou plus faibles de certaines personnes qui veulent épargner et qui veulent investir les sous. Donc les banques jouent le rôle de canaliser ces investissements vers d'autres personnes qui, elles, ont une préférence plus importante pour le présent, donc elles demandent des sous tout de suite, maintenant, soit pour les consommer, soit pour les investir, mais avec la promesse ferme de les rembourser plus tard. Donc tout ça, ça se passe au niveau contractuel, et pour revenir à l'enseignement principal, il y a une équivalence entre les deux parties du bilan comptable, il n'y a pas de création monétaire, il n'y a pas de raison qui en ait une. Maintenant, je vais vous annoncer aussi la banque de dépôt qui, je l'exprime toujours d'une manière photographique, c'est extrêmement simple. Vous avez un coffre-fort et vous mettez les sous. Donc, contrairement à ce genre de dépôts, qui sont des dépôts à terme, hein, qui sont censés être remboursés un peu plus tard, ici, vous êtes censé avoir accès tout le temps à votre épargne, à n'importe quel moment. Et une particularité de la monnaie, c'est qu'elle est interchangeable, je vous l'avais déjà dit. Donc, si vous déposez un lingot d'or en une certaine pureté et vous demandez qu'on vous redonne un lingot d'or, ce n'est pas forcément le même. Enfin, on peut vous donner un autre. Ce qui vous importe, c'est qu'on vous donne un lingot d'or. Donc, la particularité de cette banque de dépôt par rapport au coffre-fort, c'est que la monnaie est interchangeable. Les dépôts de monnaie sont interchangeables. Pareil, comment une telle banque se rémunère, hein, avec des commissions. Vous payez une commission pour la garde de votre épargne. Et ce fut le cas historiquement des banques depuis le Moyen-Âge, depuis les Templiers jusqu'à nos jours. Vous avez toujours ce rôle du banquier, hein, notamment à la Renaissance, qui était de garder vos ressources ou bien de les prêter si le contrat le stipulait. Un dernier enseignement concernant les banques que je voulais partager avec vous était celui des préférences temporelles. Dans ce cas de figure, il y a une équivalence entre les préférences. Il y a une asymétrie des préférences temporelles, comme je vous disais, entre ceux qui déposent les sous et ceux qui les retirent pour les utiliser plus tard. Mais l'ensemble des opérations ici se font dans le futur, tandis que l'ensemble des opérations ici, dans les banques de dépôt, se font dans le présent. Donc il faut avoir les sous tout de suite au moment où on le veut. Et il est extrêmement important de séparer les deux. C'est précisément la confusion entre ces deux concepts, présent et futur, va provoquer, qui provoque des conséquences économiques importantes aujourd'hui. Nous allons voir plus tard. En tout cas, la banque n'est ni plus ni moins que cette caricature décrit. Lorsque vous passez un contrat, on vous assure, hein, ce pauvre pensionnaire, on vous dit, c'est en anglais, you can rest assured, Mr. Hills, that we have not loaned any of your personal money to any deadbeat nation. C'est l'assurance ferme du banquier que les sous sont là s'il s'agit des dépôts à vue. C'est l'honnêteté du contrat, mais aussi le propre des opérations.